Aujourd'hui, cependant, tout est différent. La Turquie commence à changer et ce n'est pas en faveur de la Russie, une évolution qui a même surpris les États-Unis. Erdogan n'est plus neutre. En plus de rendre la vie plus difficile à Poutine et de rapprocher la Turquie de la zone d'influence de l'OTAN, il soutient publiquement l'intégrité territoriale de l'Ukraine. Pourquoi est-ce la question clé? S'agit-il simplement d'une nouvelle manœuvre calculée d'Erdogan pour accroître son pouvoir, ou la Turquie se retourne-t-elle définitivement contre la Russie? Qu'est-ce que cela signifie pour le conflit en Ukraine et l'avenir de l'OTAN si la Turquie échappe effectivement à l'emprise de la Russie? Analysons tout cela. Naturellement, Erdogan, l'actuel président de la Turquie, est la principale cause du brusque changement de loyauté. Nous devrons approfondir un peu plus les spécificités de la relation complexe entre la Turquie et la Russie afin de comprendre ses actions. Pour ce faire, nous devons remonter un peu plus loin dans le temps, au XIe siècle pour être exact. Au début, ni les Russes ni les Ukrainiens ne possédaient la Crimée. Les Koumans, un groupe nomade arrivé dans la région au XIe siècle, furent les premiers à y apporter l'influence turque. Plus tard, la Crimée fut dominée par la Horde d'Or, commandée par les Mongols, qui prépara la voie à l'établissement du Khanat de Crimée au XVe siècle. Bien qu'indépendant en théorie, cet État dirigé par les Tatars fut rapidement soumis à la suzeraineté ottomane. L'Empire ottoman avait pris le contrôle des principales villes côtières de Crimée dès 1475, y compris le port commercial vital de Kaffa. Le Khanat de Crimée conservait un certain degré d'autonomie, mais ses dirigeants s'engageaient à faire allégeance au sultan d'Istanbul. Les Ottomans utilisaient la royauté et la Crimée comme une ressource militaire vitale, fournissant à leur campagne une cavalerie tatare experte. De plus, la péninsule alimentait la traite des esclaves qui profitaient à l'Empire en servant de base pour les raids en territoire polonais et russe. Cet arrangement a perduré pendant plus de 3 siècles. Cependant, le XVIIIe siècle a marqué un tournant. La Crimée était considérée comme une porte d'entrée vers les ports d'eau chaude par l'Empire russe, qui se développait rapidement sous Pierre le Grand puis Catherine la Grande. Le traité de Küçük-Konarsa, qui accordait ostensiblement l'indépendance à la Crimée en 1774, était le résultat d'une série de conflits entre la Russie et les Ottomans. En réalité, il servit de prélude à la véritable conquête de la Russie en 1783. Faibles et incapables d'arrêter cette catastrophe, les Ottomans furent contraints de concéder une défaite écrasante. La Turquie conserva un intérêt stratégique majeur dans la région même après avoir perdu la Crimée. L'Empire ottoman, soutenu par la Grande-Bretagne et la France, combattit la Russie pour arrêter son expansion pendant la guerre de Crimée qui fit rage de 1853 à 1856. Bien que Moscou ait subi une petite défaite à la fin du conflit, la Crimée est restée fermement sous contrôle russe. Les Tatars de Crimée, qui avaient longtemps soutenu l'Empire ottoman, ont été encore plus persécutés entre-temps. L'identité turque de la région a été encore plus ébranlée lorsque des vagues de Tatars se sont enfuis vers les territoires ottomans, en particulier vers l'actuelle Turquie. L'époque soviétique fut encore plus difficile. Staline ordonna la déportation massive des Tatars de Crimée vers l'Asie centrale en 1944, après les avoir accusés de collaborer avec les nazis. Des dizaines de milliers de personnes moururent de malnutrition, de maladies et des conditions de vie difficiles, tandis que des familles entières furent contraintes de voyager dans des trains à bestiaux. Les Russes de souche ont repeuplé leur patrie et les Tatars se sont vus interdire de revenir pendant des décennies. On estime qu'entre 150 000 et 200 000 personnes ont été déracinées de leur foyer et contraintes de s'enfoncer plus loin en Asie. Plusieurs Tatars ne sont pas revenus en Crimée avant le début des années 1990 lorsque l'Union soviétique s'est effondrée. Pourquoi la Crimée revêt-elle une telle importance pour toutes les parties? L'accès crucial de la région à la mer Noire est le premier de plusieurs facteurs importants. La Russie a retrouvé la capacité de construire une nouvelle flotte en mer Noire après avoir annexé la région en 2014, qu'elle pourrait utiliser pour influencer l'Europe de l'Est, principalement sur les plans politiques et militaires. La Russie a annexé l'une des régions les plus importantes de l'Ukraine contemporaine en s'emparant de la Crimée. La Crimée possède d'abondantes ressources naturelles et un accès facile à la mer Noire. Par exemple, la mer Noire et la mer d'Azov, qui entourent la Crimée, contiennent d'importants gisements de gaz naturel et de pétrole. Ces réserves offshore étaient en cours de développement par l'Ukraine avant l'invasion russe, dans le cadre d'un projet plus vaste d'indépendance énergétique qui aurait réduit sa dépendance vis-à-vis des importations de gaz russe. Les ressources énergétiques les plus remarquables sont le plateau continental de Crimée, qui recèle un important potentiel d'hydrocarbures non exploités, les gisements de gaz de Skivska et de Foroska qui contiendraient des milliards de mètres cubes de gaz naturel, et le gisement de gaz d'Odessa qui est un important site de production de gaz naturel offshore dans le nord-ouest de la mer Noire. La Russie a considérablement accru sa domination énergétique en mer Noire en prenant le contrôle de ces gisements par l'annexion de la Crimée. Les autorités soutenues par la Russie ont rapidement pris le contrôle des sites d'extraction offshore, ce qui a entraîné la perte de contrôle des entreprises énergétiques ukrainiennes telles que Chornomor et Oftogaz.
Outre l'augmentation de la dépendance de l'Ukraine à l'égard des importations d'énergie, cela a donné à la Russie un monopole réaliste sur la production et le raffinage du gaz naturel et du pétrole en Europe centrale et orientale. Mais pourquoi la Turquie s'inquiète-t-elle de cette situation? Dans le passé, les besoins énergétiques de la Turquie étaient largement satisfaits par le gaz naturel russe. Environ 44,9% de la demande intérieure de gaz de la Turquie en 2021 provenait de Russie. Au cours des 10 dernières années, cette dépendance s'est accrue. En 2022, la Russie représentait 39% des importations totales de gaz naturel de la Turquie contre 60% en 2013. La quantité totale de gaz naturel importé de Russie est restée pratiquement constante malgré cette baisse en pourcentage. Les importations turques de gaz naturel russe ont pris une importance stratégique après l'annexion de la Crimée par la Russie en 2014. La Turquie a décidé de maintenir ses liens énergétiques avec Moscou lorsque les pays occidentaux lui ont imposé des sanctions. Plus de 55% du gaz naturel de la Turquie était alors importé de Russie via les gazoducs Western Line et Blue Stream. Ces approvisionnements n'ont pas été immédiatement perturbés par l'annexion, mais celle-ci a mis en évidence l'équilibre précaire que la Turquie devait préserver. Compte tenu de sa dépendance, tout changement dans le paysage géopolitique pourrait mettre en péril sa sécurité énergétique. Cet équilibre fut de courte durée. Un avion de chasse russe, Su-24, fut abattu par la Turquie en 2015 près de la frontière syrienne, déclenchant un conflit à grande échelle entre les deux nations. En réponse, Moscou imposa de sévères sanctions économiques qui limitèrent les déplacements et le commerce. Le gaz qui avait semblé si fiable se transforma soudainement en arme. La Turquie ne pouvait rien faire, elle devait revoir son plan énergétique. La première mesure ? Trouver de nouveaux fournisseurs. L'Azerbaïdjan a rapidement pris une place croissante dans le mix énergétique de la Turquie. En 2019, l'ouverture du gazoduc transanatolien, TANAP, qui permettait d'accéder directement au gaz azerbaïdjanais, a réduit la dépendance de la Turquie vis-à-vis des gazoducs russes. Cependant, l'Azerbaïdjan ne pouvait à lui seul remplacer l'énorme approvisionnement de la Russie. La Turquie a alors besoin de plus d'options. Le GNL ou gaz naturel liquéfié est alors entré en jeu à mesure que l'infrastructure de GNL de la Turquie se développait. Les importations en provenance des États-Unis, du Qatar et de l'Algérie ont augmenté de façon spectaculaire. La Turquie n'a pas complètement coupé ses liens avec l'énergie russe malgré la diversification. Les deux nations ont en fait conclu un accord encore plus important. Une fois achevé en 2020, le gazoduc Turkstream a donné au gaz russe une nouvelle voie, évitant l'Ukraine et renforçant la position de la Turquie en tant que plaque tournante énergétique majeure. L'ironie était évidente, la Turquie est devenue une plaque tournante vitale pour le transit du gaz russe vers l'Europe alors même qu'elle cherchait à réduire sa dépendance. Puis la Russie a lancé une invasion à grande échelle de l'Ukraine en 2022. La Turquie s'est ainsi retrouvée dans une position plus difficile. Les pays européens ont réduit leurs importations de gaz russe. Cependant, la Turquie a persisté dans ses achats, réalisant d'importantes économies. Ce qui était clair depuis la crise de Crimée n'a fait que s'accentuer avec la guerre. Il était risqué de trop dépendre du gaz russe. Il n'y avait pas que la pression politique pour quitter Moscou. La sécurité énergétique à long terme était en jeu. Quel était le résultat pour la Turquie ? Elle continuait à marcher sur la corde raide, tout en augmentant sa capacité de GNL et en renforçant ses liens avec l'Azerbaïdjan et d'autres fournisseurs. Elle continuait à acheter du gaz russe. Le fait que la Turquie soit membre de l'OTAN a compliqué les choses. La Turquie a été constamment contrainte de se distancier de Moscou en raison de ses engagements envers l'OTAN. Les obligations militaires de la Turquie envers l'Alliance l'ont empêché d'embrasser complètement la Russie en tant qu'allié stratégique, même si le gaz naturel russe continue d'être une composante essentielle de l'approvisionnement énergétique du pays. La Turquie est constamment rappelée à ses intérêts sécuritaires réels chaque fois que les tensions entre la Russie et l'OTAN s'intensifient. L'un des premiers tests significatifs de cette situation a été l'annexion de la Crimée. La Turquie était censée se joindre à l'OTAN pour dénoncer le comportement de la Russie en tant que membre de l'Alliance. Elle a condamné l'oppression des Tatars de Crimée et a exprimé son ferme soutien à l'intégrité territoriale de l'Ukraine, mais s'est abstenue d'imposer des sanctions. Dans le même temps, la Turquie a continué à acheter du gaz russe, équilibrant ainsi allégeance géopolitique et nécessité économique. La Russie a réagi par des mesures punitives après que la Turquie a abattu un avion de chasse russe Su-24 qui avait violé son espace aérien près de la frontière syrienne. L'incident a démontré la vulnérabilité de la Turquie face à la coercition russe, même si l'approvisionnement en gaz n'a pas été immédiatement interrompu. En outre, l'incident a réaffirmé l'engagement de l'OTAN à protéger l'espace aérien turc dans un contexte de tension accrue. La seule option dont disposait la Turquie était de compter sur ses alliés. La Russie et la Turquie ont réussi à travailler ensemble malgré ces obstacles. Avec l'achèvement en 2020 du gazoduc Turkstream, la Russie a pu exporter du gaz directement vers la Turquie et l'Europe du Sud, contournant l'Ukraine et renforçant leurs liens énergétiques. Cependant, les inquiétudes de l'OTAN concernant les acquisitions militaires de la Turquie auprès de la Russie ont commencé à mettre à rude épreuve
les relations au moment même où leurs liens énergétiques se renforçaient. L'OTAN a réagi à l'achat par la Turquie de systèmes de défense antimissiles russes S-400 par de sévères sanctions, dont l'exclusion du programme d'avions de chasse F-35. Le message était clair, même pour la défense, une trop grande dépendance vis-à-vis de la Russie aurait de graves conséquences. La Turquie a refusé de se joindre aux sanctions occidentales contre l'énergie russe à la suite de l'invasion de l'Ukraine par la Russie en 2022. Cependant, elle a limité les activités militaires de Moscou en mer Noire en interdisant aux navires de guerre russes d'entrer dans le Bosphore et les détroits des Dardanelles. Au même moment, l'Ukraine a reçu de la Turquie des drones Bayraktar qui ont joué un rôle crucial dans la lutte contre les avancées russes. En prenant ces mesures, la Turquie s'est encore plus éloignée de la Russie, démontrant qu'en cas d'urgence, les préoccupations sécuritaires de l'OTAN primaient sur la dépendance économique. Et en fin de compte, c'est cette garantie que l'OTAN protégerait la Turquie qui l'oblige à mettre de côté son influence russe et à rester en Occident. La guerre de la Russie contre l'Ukraine est davantage le signe de la mauvaise gestion de ses relations géopolitiques. La réputation de la Russie en Occident n'est pas la seule à avoir été entachée par l'invasion. Celle-ci a également affaibli ses relations avec d'importants alliés internationaux, autrefois considérés comme un acteur géopolitique de premier plan capable de tirer parti d'accords avantageux grâce à ses abondantes ressources pétrolières et gazières. La Russie s'est progressivement éloignée de ses alliés, a perdu de son influence et a poussé des nations neutres à rejoindre l'OTAN. L'idée que Moscou n'est plus une force fiable ou puissante n'a fait que se renforcer à chaque erreur diplomatique, revers militaire et difficultés économiques. L'OTAN a profité de ces divisions pour renforcer ses relations et accroître son pouvoir d'une manière qui aurait semblé impensable avant le conflit. Le déclin de la réputation de la Russie en tant que puissance militaire a été l'un des plus grands revers de son statut international. Avant l'invasion, Moscou s'était imposé comme une puissance capable de rivaliser avec l'Occident. Mais ses piètres performances sur le champ de bataille, le nombre élevé de victimes et les défaillances logistiques ont révélé des failles importantes au fur et à mesure que la guerre se poursuivait. La Chine, le Kazakhstan, l'Arménie et d'autres nations qui considéraient auparavant la Russie comme un allié solide en matière de sécurité ont commencé à réévaluer leurs relations avec Moscou. La Russie a envoyé un message fort en refusant de soutenir l'Arménie dans son différend avec l'Azerbaïdjan au sujet du Haut-Karabakh. En 2023, Moscou n'a pas été en mesure de projeter sa force à l'échelle internationale et encore moins de défendre un proche allié. La dépendance économique de la Russie vis-à-vis de la Chine et de l'Inde a constitué une autre faiblesse. Moscou s'est tourné vers Pékin et New Delhi comme clients de remplacement lorsque les sanctions occidentales ont coupé les livraisons de pétrole et de gaz russe vers l'Europe. Profitant du désespoir de Moscou, ces nations ont continué à acheter de l'énergie russe, mais à des prix très réduits. Un changement significatif par rapport à leur relation d'avant-guerre s'est produit lorsque la Chine, qui était auparavant considérée comme un partenaire égal dans un monde multipolaire, a commencé à traiter la Russie davantage comme un partenaire subalterne. L'Inde, en revanche, a signalé que ses intérêts de sécurité à long terme se situaient du côté de l'Occident plutôt que de Moscou, en maintenant des liens avec les États-Unis tout en renforçant sa coopération militaire. L'influence de longue date de la Russie en Asie centrale a également été érodée par la guerre en raison de leur refus de reconnaître l'annexion par la Russie du territoire ukrainien. Des nations telles que le Kazakhstan et l'Ouzbékistan ont pris leur distance et ont approfondi leurs relations commerciales avec la Chine, la Turquie et l'Occident. Le Kazakhstan, allié de longue date de Moscou, a publiquement désobéi à la Russie en refusant de soutenir la guerre et en renforçant sa collaboration avec les alliés de l'OTAN. L'autorité de la Russie sur sa zone d'influence post-soviétique a été gravement ébranlée par ce changement. En Europe du Nord, où l'agression de la Russie a contraint la Suède et la Finlande à renoncer à leur neutralité et à rejoindre l'Alliance, l'OTAN a peut-être remporté sa plus grande victoire géopolitique. Il aurait été inimaginable que la Finlande, qui partage une frontière de 1300 km avec la Russie, rejoigne l'OTAN avant le conflit. Des décennies d'incertitude ont été effacées par l'invasion de la Russie. La Finlande a doublé la frontière directe de l'OTAN avec la Russie en 2023 lorsqu'elle a officiellement rejoint l'organisation. En 2024, la Suède a rejoint l'OTAN, étendant ainsi l'influence stratégique de l'organisation dans les pays baltes. Ce qui était censé affaiblir l'OTAN a fini par avoir l'effet inverse. L'organisation est devenue plus forte et plus étendue. Entre-temps, les actions de la Russie ont poussé la Turquie à s'allier de plus en plus à l'OTAN, malgré ses relations traditionnellement complexes avec l'Alliance. Bien que la Turquie ait empêché la Finlande et la Suède de rejoindre l'Alliance pendant 2 années complètes, cela n'était pas directement lié aux activités actuelles de la Russie. Étant donné que les 2 nations ont rejoint l'OTAN en tant que membres à part entière 1 an après le début du conflit, il est évident que la Turquie a conclu qu'il n'y avait aucun avantage à soutenir ouvertement la Russie
Russie dans les affaires internationales. Cela s'explique principalement par le fait que la Russie, comme indiqué précédemment, n'a pas su tirer parti des avantages numériques massifs dont elle disposait au début du conflit. À tous les égards, la Russie disposait d'environ 2 fois plus de personnel militaire que l'Ukraine au début de l'invasion et dans certains cas 10 fois plus. La première stratégie de la Russie a consisté à lancer quelques attaques dévastatrices contre le gouvernement ukrainien afin de déclarer la victoire sur l'Ukraine en quelques semaines. Lorsque cela n'a pas fonctionné, la Russie a trébuché et a semblé incertaine de la prochaine étape de sa stratégie. La Russie était censée être amie avec la Turquie. Recep Tayyip Erdogan, le président turc, a fait des pieds et des mains pendant des années pour jongler entre Moscou et l'OTAN. Il a refusé d'imposer des sanctions à la Russie, a permis la poursuite des échanges commerciaux et a même acheté des armes à l'armée de Poutine. Après des déclarations tout aussi anodines selon lesquelles sa souveraineté était en danger, cela a incité la Russie à prendre des mesures drastiques. En outre, il est évident que les menaces de la Russie ont influencé les choix de l'OTAN, étant donné les récentes déclarations d'Erdogan selon lesquelles la Turquie soutient fermement l'intégrité territoriale de l'Ukraine. Même les quelques amis survivants de la Russie, comme la Corée du Nord et l'Iran, n'ont pas beaucoup de valeur stratégique. Ils fournissent à Moscou des drones, des munitions et une aide financière, mais ne compensent pas la perte d'alliés en Asie centrale, de marchés européens ou de légitimité militaire. Ces alliances ne font qu'isoler davantage la Russie. Le fait que les troupes nord-coréennes envoyées à Koursk n'aient eu que peu ou pas d'impact sur la situation ou le déroulement de la guerre en est un exemple. Environ 10 000 à 12 000 hommes ont été jetés dans des positions de combat dès leur arrivée dans des zones telles que celle de Koursk. Malheureusement, ils étaient vulnérables car mal préparés au combat moderne, notamment en ce qui concerne la neutralisation des opérations de drones. Selon les rapports, les unités nord-coréennes ont subi des pertes importantes en raison de leur incapacité à s'adapter aux stratégies sophistiquées utilisées par les forces ukrainiennes. Selon certaines sources, les bataillons nord-coréens ont perdu près de 3000 soldats en seulement 4 mois. Leur efficacité a été réduite et les ressources militaires russes ont été mises sous pression en raison de la nécessité de réaffecter des ressources pour soutenir et réapprovisionner ces unités peu performantes. La Russie n'a pas tiré un avantage stratégique de l'augmentation attendue des effectifs des forces nord-coréennes. Au contraire, de nouvelles erreurs logistiques ont été commises lorsque ces hommes ont été incorporés dans le broyeur militaire russe. En fin de compte, on peut dire que le retrait des forces nord-coréennes a porté le coup de grâce aux efforts de la Russie pour allier une nation à sa cause tout au long du conflit. La Russie a perdu la quasi-totalité de son soutien géopolitique en raison de la quasi-impuissance de la Corée du Nord, du ralliement de la Turquie à l'Occident et de la forte préférence de la Chine pour le maintien de sa neutralité. Bien sûr, le commerce avec la Chine, l'Inde et d'autres pays du BRICS continuent de profiter à la Russie sur le plan économique, mais certains de ces accords lui sont très préjudiciables. Cependant, il est clair que la Russie devra continuer seule, ce qui nous amène à la question d'un éventuel accord de paix et à la manière dont la Turquie pourrait y contribuer. Malgré les critiques de ses partenaires occidentaux, la Turquie a habilement négocié une voie diplomatique difficile, démontrant ainsi sa capacité à arbitrer les différends entre des parties opposées, une tactique qui semble avoir connu un certain succès. Ce qui aurait dû être une invasion rapide a d'abord été repoussé, au point que la plupart des gains russes dans l'ouest du pays ont été complètement annulés à la fin de. Alors que ce n'était pas aussi évident à ce moment-là, la guerre s'est avérée être un désastre complet pour la Russie, à tel point que la Turquie s'est retirée en tant que l'un des principaux soi-disant amis de la Russie qui avait également un rôle dans les alliances occidentales. En conséquence, la Russie ne pouvait plus utiliser la dépendance de la Turquie à l'égard du gaz et du pétrole russe pour influencer les sanctions et les politiques de l'OTAN ou leur absence. Avec la Turquie hors jeu, l'OTAN pourrait commencer à renforcer son aide à l'Ukraine dans le cadre de sa contre-offensive symbolique. En tant que 7e producteur mondial de céréales et dépendant de la mer Noire pour le transport de ses cargos, bloqué par la flotte russe de la mer Noire, le conflit a entraîné une grave pénurie de céréales et une aggravation de la crise alimentaire. Le 22 juillet 2022, la Turquie et l'ONU ont négocié un accord établissant une route maritime sûre pour les exportations de céréales ukrainiennes, reconnaissant ainsi les risques humanitaires. Pour 349 millions de personnes, ce programme a été une bouée de sauvetage, stabilisant les marchés alimentaires et soutenant l'économie ukrainienne pendant le conflit. Au-delà de l'aide économique, la Turquie s'est également engagée dans une action diplomatique. Cela a également été très important pour les efforts de désescalade. Ankara a organisé une rare réunion des chefs des services de renseignement russes et américains en novembre 2022 dans le but de discuter des dangers nucléaires. Plus récemment, un échange de prisonniers très médiatisé entre la Russie et l'Ukraine a été négocié en grande partie grâce aux efforts de médiation de la Turquie. La situation géographique unique de la Turquie en tant que membre de l'OTAN et pays relativement proche de la Russie lui permet de jouer ce rôle d'équilibre. En réalité, cela est davantage lié aux efforts d'Erdogan pour rendre la nation plus homogène sur le plan culturel et moins dépendante des alliances étrangères.
Poutine lui-même a présenté un point de vue similaire dans un article de 2021 comparant de manière quelque peu incorrecte les Russes et les Ukrainiens comme étant une seule et même entité. Erdogan met en œuvre cette idée en Turquie dans le but de rendre la nation plus engagée sur les plans politiques, militaires et économiques. En raison de sa situation géographique avantageuse qui lui permet de bloquer efficacement l'accès à la mer Noire à volonté, la Turquie possède aujourd'hui l'une des plus grandes armées d'Europe. De ce fait, la Turquie dispose d'un pouvoir étonnamment élevé pour influencer le cours du conflit en Ukraine, comme en témoignent ses précédentes tentatives de médiation. Cependant, la Russie, l'Ukraine et même les États-Unis et le reste de l'OTAN n'ont pas encore élaboré de stratégie particulière visant à apaiser toutes les parties, de sorte que l'on ne sait pas exactement comment la Turquie aborderait les pourparlers de paix. Toutefois, lorsque cela se produira, cela montrera probablement une Russie sans alliés européens. Qu'en pensez-vous? Erdogan utilise-t-il cela comme une manœuvre de pouvoir pour gagner plus de faveur politique? Ou la Turquie sera-t-elle celle qui servira de médiateur pour un règlement du conflit? Merci de partager vos réflexions ci-dessous et merci de votre visite. Parmi ces premières tentatives, on peut citer la rencontre très médiatisée des ministres des Affaires étrangères russes et ukrainiens à Antalya, en Turquie, en mars 2022. Il s'agissait du premier contact diplomatique direct entre les deux pays depuis le début de la guerre et il a marqué le début de la position de la Turquie en tant que médiateur précoce de la paix, même si les négociations ont finalement abouti à un résultat insignifiant. L'initiative sur les céréales de la mer Noire, qui a été une réalisation plus importante, est le résultat d'inquiétudes pressantes concernant la sécurité alimentaire, la guerre ayant affecté les expéditions de céréales dans le monde entier.